Depuis des siècles, le plateau des Hauts-de-Fagne fascine autant qu'il intrigue. La beauté et la singularité de ces paysages ont de tout temps attiré explorateurs avertis comme touristes d'un jour. Ces tourbières, ces landes et ces forêts recèlent des richesses naturelles extraordinaires. Elles portent aussi les traces de notre passé et comptent bien des histoires à ceux qui savent encore ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles. Il y a 50 ans, ils étaient encore plusieurs centaines en Belgique. À présent, les landes et les tourbières fagnardes sont leur seul et dernier refuge. Symbole du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, le tétralyre est aujourd'hui en sursis. Star du plateau, il fait depuis 2017 l'objet d'un programme de sauvegarde sur mesure. Cela fait déjà plusieurs décennies que le tétralyre, appelé aussi petit coq de bruyère, a déserté la Campine, la Lorraine belge ou encore les plateaux de Wallonie, à l'exception de celui des Hauts-de-Fagne, qui accueille encore une petite population de tétras, aujourd'hui mise sous haute surveillance. La période d'hivernage à peine terminée que s'ouvre déjà la saison des amours. C'est le temps des parades nuptiales et avec elles des opérations de comptage dont l'objectif est d'estimer le nombre d'individus afin d'avoir une idée plus précise de l'état de santé de la population. Alors que la nuit se retire peu à peu, les compteurs, membres de la station scientifique, agents DNF ou encore ornithologues professionnels ou non, gagnent les postes d'observation qui leur ont été attribués. Quand les premiers rayons du soleil pointent le bout de leur nez, le tétra sort de sa réserve et rejoint l'arène, une petite zone à laquelle le coq sera fidèle d'année en année, à défaut d'être fidèle à une seule et même compagne. Là, il commence son numéro, chointe, roucoule et roule des mécaniques dans l'espoir d'attirer les femelles. Au terme des 2 recensements menés en avril dernier, 7 mâles ont été répertoriés. Les femelles, trop difficiles à voir, ne sont pas prises en compte. Il y a 6 ans, seuls 2 mâles avaient été aperçus. Suite à ce constat alarmant, un programme de renforcement de la population de tétralyre est alors lancé par l'Université de Liège en collaboration sur le terrain avec l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le service public de Wallonie, mais aussi le WWF. Objectif, sauver l'espèce de l'extinction. Comment? En prélevant des tétras là où ils pullulent, en Suède. That's right. Il n'est pas encore 7 heures quand au matin du jeudi 27 avril, des tétras venus tout droit de Karlsbol arrivent au Mont Rigi à la station scientifique. Nous en voici. Ah oui, je vois ça. Et bon, les pièges, les matoles quand elles tombent, avec la couche de neige. Elles tombent quand même. Elles ne tombent qu'à moitié. Et donc, il y a parfois des oiseaux qui s'échappent aussi. Mais presque pas de femelles observées pour l'instant. Donc ça c'est le bémol. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va faire le transfert dans le véhicule du DNF qui maintenant va prendre en charge ces oiseaux. Bonjour Johan. Bonjour. Ça a été la route un peu long? 22 heures de route quand même. Okay. Donc à 3 conducteurs, on se relayait.
Mais voilà, on a évidemment la mine un peu fatiguée, pas seulement de la route, mais aussi de la mission sur le terrain. Parce que bon, ben, il y a des jours, on s'est levé à 1 h du matin, parfois minuit 30 dans certains cas. Résultat, vous avez ramené 8 oiseaux, c'est ça? Alors aujourd'hui, 8 oiseaux, 7 mâles, 1 femelle. Ok. Hier, on en a déjà ramené 3. Il y a encore possibilité d'en ramener dans les 2 prochains jours, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura. Depuis 2017, depuis que ce programme de renforcement existe, ça fait quoi? Une centaine, plus ou moins d'oiseaux qui ont été relâchés chez nous, mais ça reste difficile. Ben, c'est vrai qu'on a tendance à avoir le chiffre en les additionnant, mais ça ne fonctionne pas comme un compte en banque. Oui. Donc on met des oiseaux qui ont une durée de vie limitée. Oui. Bon, tout se passe bien, si tout se passe bien, ça peut vivre 5-6 ans. Mais bon, il y a des prédateurs dans la nature, il y a peut-être des causes autres de mortalité naturelle qui peuvent arriver. Et donc, ce n'est pas une addition de tous les oiseaux précédents qu'on peut retrouver dans les failles. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, 2017, c'était l'année d'essai, quoi. C'était l'année où il n'y avait plus qu'1 ou 2 individus mâles dans le Haut-de-Fagne. Donc, en quelques mois, a été montée j'ai envie de dire, une mission secours de dernière chance pour aller chercher quelques oiseaux. Et puis 2018, c'était la mission vraiment avec je veux dire, confortée, mais avec une équipe beaucoup plus large et une expérience déjà acquise grâce aux premières expériences de 2017. Et bon, on avait en 2019 réussi à avoir une augmentation de 2,5 fois la population de l'année précédente. Donc là, on était un peu euphorique là, fin 2019, début 2020. Qui a donné un petit peu un coup de frein d'une population qui était juste au démarrage. Mais voilà, notre objectif, c'est d'atteindre quand même une quarantaine de mâles et l'équivalent en nombre de femelles ici dans les Hauts-de-Fagne. Bon, il y a encore du travail. Ce sont en tout 16 tétras suédois, 15 mâles et 1 femelle qui ont été transloqués et relâchés cette année dans les landes et tourbières du plateau. Si je comprends bien, c'était un petit peu ta seconde résidence pendant plusieurs mois. C'est ici que tu venais faire tes affûts? C'est ça, oui. Je dormais même parfois la nuit dedans pour être vraiment là au lever du soleil. Donc voilà, ici, mon hôtel 4 étoiles. Faut pas être trop gros? Non, c'est ça. Il y a pas beaucoup d'espace pour dormir. Donc heureusement, la nuit, le trépied, il n'est pas là. Donc j'ai vraiment cet espace-là pour dormir. Ah oui, donc tu venais fin de nuit ou... Je venais vraiment le soir, en fait. Okay. Je restais là la nuit. Et comme ça, au matin, à 4 h, j'étais prête, tout ouvert. Mais je peux te montrer à l'intérieur, on va s'installer. Depuis plusieurs mois, Justine de Wilde est en charge du suivi des tétralières sur le terrain, mais aussi à distance, via les émetteurs qui ont été placés sur certains individus. Rapport, analyse, collecte et archivage des données font partie de sa mission. Alors Justine, soyons clairs, les heures de STAFU sont comptées puisqu'il ne va plus être utilisé. En tout cas, il faudra attendre l'année prochaine pour qu'il soit de nouveau en activité parce que la période entre guillemets d'activité du tétra, elle s'est considérablement ralentie aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Le tétra, c'est un animal qui parade plus ou moins entre fin mars, mais surtout fin avril, jusqu'à mi-juin, de temps en temps fin juin, quand vraiment il parade longtemps. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il devient quoi, presque invisible ou en tout cas difficile à voir? Il est plus difficile à voir, oui, parce que les femelles, donc elles vont être en train de couver leurs œufs. Forcément, donc, quand elles couvent leurs œufs, elles sont extrêmement discrètes. Elles vont rester dans les buissons, sans bouger toute la journée pendant 27 jours. Et les mâles, eux, de leur côté, il y en a certains qui terminent leur parade, encore un petit peu, et il y en a d'autres qui vraiment ne font plus rien, ils sont dans les buissons, ils mangent, et c'est aussi le début de la mue. Mais ça reste quand même toute cette période de printemps, début d'été, reste une période où les tétras sont particulièrement fragiles. C'est surtout sensible pour les femelles et les poussins, évidemment,
parce que quand les femelles doivent rester sur le nid, elles peuvent se faire repérer par un prédateur. En plus, elles font leur nid au sol, donc ça veut dire que pour les prédateurs terrestres, forcément, c'est plus facile à attraper. Mais voilà, une fois que les poussins commencent à sortir du nid, il y a encore plus ou moins 1 mois qui est sensible. Mais les poussins, l'avantage des tétralyres, c'est que les poussins volent très très vite. Oui. Donc ils volent déjà, ils commencent à voler un petit peu après 1 semaine. Donc, oui, ils quittent le nid très vite. Hein. Oui, c'est une espèce qui est ce qu'on appelle nidifuge. Donc en fait, les poussins, dès qu'ils ont éclos de leurs œufs, ils vont sécher un petit peu. Une fois qu'ils sont secs, ils peuvent déjà partir du nid. Ça fait plusieurs années qu'on fait ce qu'on appelle des translocations. On va chercher des tétralyres en Suède et puis on les déménage et puis on les relâche ici. Voilà, c'est un programme qui a eu parfois des petits moments de difficulté. C'est pas évident, évidemment, de renforcer cette population qui était quasiment éteinte. Oui, il y a les aléas du terrain, forcément. Ce qui est génial cette année, c'est que même si la capture en Suède a été compliquée, on voit que ce qui se passe au niveau des fagnes, c'est vraiment excellent parce qu'en fait, il y a 100% de survie 2 mois après le lâcher. Ce qui est rarissime, parce que d'habitude, c'est plutôt 80% de perte. Oui, non, 80% non. On a généralement une moyenne de 60% de perte après 2 mois. 80% c'est un petit peu. C'est beaucoup. Mais voilà, ici cette année, on est vraiment 2 mois après le lâcher et on a toujours 100% de survie des oiseaux suivis par émetteur GPS. Oui. Et c'est utile pour suivre la survie évidemment des individus, mais aussi la nidification. Parce qu'on peut voir une femelle qui reste toujours au même endroit, qui fait juste de temps en temps des petits écarts et qui reste à cet endroit-là pendant une durée de plus ou moins 27 jours. On peut se dire qu'il y a vraiment de fortes chances qu'elle soit en train de couver. Et d'ailleurs, il y en a une cette année où vraiment là, on est pratiquement sûr qu'elle a couvé parce qu'on voit que son incubation, enfin son temps sur place était de 27 jours. Oui, c'est ça. Et maintenant, elle commence petit à petit à s'éloigner de l'endroit où on suppose qu'il y a son nid. Et vu qu'elle s'éloigne juste petit à petit de cet endroit-là, on peut supposer qu'elle est suivie par des poussins. Parce que sinon, elle ferait des déplacements qui pourraient être beaucoup plus longs. Qu'est-ce que vous avez appris depuis qu'il y a ce programme de renforcement, depuis qu'on observe les tétras ici sur le plateau? Est-ce qu'on a découvert des choses qu'on ne savait pas par rapport à leur comportement, à leur façon de s'adapter finalement à un territoire qui au départ n'est pas vraiment le leur? C'est sûr que ce n'est pas la Suède, mais grâce aux affûts et grâce aussi à d'autres moyens de surveillance qui sont un petit peu partout dans les Hautes-Fagnes, on voit que les mâles s'adaptent quand même assez vite. Ils ont des comportements qu'on peut voir comme similaires à ceux qui se passent en Suède. Donc ils vont parader quand ils arrivent. On a des preuves, donc on sait voir évidemment quand on en affût, on voit si le mâle a des bagues à ses pattes ou un émetteur GPS, on sait qu'il vient de Suède. Et donc on voit qu'il parade tout à fait normalement. Ils se nourrissent correctement, enfin, les comportements sont assez normaux. On observe juste quand même un taux de déplacement qui est assez élevé les quelques jours qui suivent le lâcher. C'est le temps qu'ils observent évidemment l'endroit dans lequel ils ont été relâchés, qu'ils analysent un petit peu les environs. Mais après, c'est quelques jours, voire semaines de déplacement un peu plus grand. On voit qu'ils se comportent vraiment comme les tétralyres locaux, en fait. Donc tous les espoirs sont encore permis par rapport à la survie du tétra sur le plateau des Hautes-Fagnes. On verra ça peut-être au prochain recensement. On verra effectivement. Et d'ailleurs, pour terminer sur une bonne nouvelle, lors d'une de mes balades en Fagnes, enfin de mes recensements en Fagnes, je suis tombée par hasard sur une femelle avec des poussins qui la suivaient. Chouette. Ah ben voilà. Donc on a vraiment une preuve concrète qu'il y a au moins 5 poussins qui étaient âgés à ce moment-là de 5-6 jours, qui étaient en train de suivre une femelle. Donc c'est une super nouvelle, ça n'arrive pas souvent de voir des poussins. Donc voilà, on va mettre tous nos espoirs dans la suite du projet. Et on croise les doigts. On croise les doigts, oui. Hypersensible, le tétralyre est considéré comme une espèce dite parapluie. Excellent bio-indicateur, il apparaît comme un garant de notre biodiversité. Cependant, les pressions anthropiques diverses, les dérèglements climatiques, les incendies et la prédation restent autant de menaces qui jouent contre lui. La vie, voire la survie de cet oiseau relique du dernier âge de glace reste donc compromise, mais comme dit l'adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Notre prochaine émission sera consacrée à la lettre U comme us et coutume. Une merveilleuse occasion de se pencher sur les usages d'antan. Tradition et folklore seront au programme du 21e épisode de votre abécédaire des fagnes.